Alors, bienvenue au Codecast, Jean-François, une plateforme qui permet de parler et de mettre en valeur toute la donnée, le merveilleux monde de la donnée. Il y a de la donnée partout. On en parle presque à chaque jour dans les médias. Alors, donc voilà, c'est une première de ce Codecast-là qui permet d'avoir justement, toi et moi, de pouvoir échanger sur notre expérience et toute cette donnée-là pour en faire partager un peu la communauté. Donc, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est bien gentil. Je commencerai déjà avec une question un peu toute simple. Parler de ton profil. C'est un profil qui est quand même particulier, qu'on peut dire, d'un point de vue positif, en fait. Tu es ingénieur de formation et ensuite tu as fait des études au HEC qui t'a amené à faire de la gestion et tout. Alors, peux-tu me parler un peu de ton cheminement académique qui t'a permis d'aujourd'hui d'être dans la gestion d'une équipe de développement logiciel et de travailler avec cette donnée-là de façon quotidienne? Ben oui, parfait. Comme tu l'as dit, moi j'ai fait mes études en génie électrique à Sherbrooke, que j'ai adoré. Mon objectif, c'était beaucoup l'automatisation. Donc, j'ai eu la chance de travailler en automatisation, donc gestion de procédés, automatisation des procédés en usine, donc pétrochimie, mines et métaux, même un projet nucléaire à un moment donné. Oh, wow! Puis, donc, ça m'a amené à voyager puis à voir justement ces différents domaines-là, donc des mines d'uranium en Saskatchewan, mines d'or au Kyrgyzstan, où on génère énormément de données. T'sais. On génère des points de pression, des points de température, des niveaux, puis avec ça, on contrôle. On met des sensors un peu partout, oui, j'imagine. vraiment. Ça, c'est du IoT? Oui, mais tu sais, c'est des systèmes de contrôle. Ça s'appelle IoT. Là, Exactement. Donc, il y a des systèmes de contrôle qu'on vendait puis qu'on offrait le service, puis qu'on venait connecter justement sur le processus, sur le procédé, dans le fond, industriel. Donc, à partir d'une fournaise de 24 brûleurs, ben c'est comme un gros barbecue, mais il y a une séquence de démarrage. Il y a des pressions à respecter et tout ça. Donc, j'ai été vite attiré vers la donnée avant que ça soit cool, avant, tu sais, que ça s'appelait de la statistique avant, tu sais, donc des mathématiques bien standards. Parce que j'imagine que les procédés, l'optimisation et tout, c'est basé sur des formules, de la mathématique, donc des chiffres en arrière pour venir générer toute cette séquençage-là optimal. Exact, des contrôleurs PID. Donc, oui, puis on utilise cette donnée-là pour contrôler le reste de l'usine. Donc, il y a souvent des points en cascade aussi. Donc, la donnée, il y en a partout dans les usines. Puis là, le gros débat qu'il y avait, c'est est-ce que j'optimise mon usine ou j'essaie de la garder up, tu sais, rouler tout le temps. Okay. Parce que dès que tu shut down, quand c'est un imprévu, par des bris de maintenance ou autre, c'est des millions par jour. Là. Donc, souvent, l'optimisation était mise de côté. Quoi qu'il y avait toujours des groupes qui essaient d'optimiser ça, mais on essayait de garder l'usine up and running. T'sais, puis je pense qu'il y a eu de la maintenance prédictive qui s'est faite par la suite, etc. Donc, il y a eu plein de débouchés où l'utilisation de la donnée était possible. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie 4.0. Oui. On parle justement de la maintenance prédictive, predictive maintenance and quality. J'ai même touché à ça un tout petit peu. Effectivement, il y a des gros bénéfices à y arriver. Il y a des coûts aussi d'implantation, là, mais à la longue, en principe, ça devrait être du bénéfice pour les entreprises parce que, si on pense à des alumineries, par exemple, ou on pense à des grandes usines de transformation, quand il y a des bris qui sont non planifiés, ben, des fois, on ne sait pas le temps que ça va prendre non plus pour corriger la situation. Et ça coûte très cher, effectivement. Oui. Donc, j'ai été vite attiré vers ça. J'ai continué mes études. Moi, mon défi, c'était beaucoup le défi humain aussi. Tu sais, la donnée, c'est des outils pour nous aider à prendre des décisions, à nous aider à être plus rapide, justement, puis être plus confiant dans les décisions qu'on prend. Donc, j'ai fait un certificat en leadership organisationnel au HEC. C'est ça qui m'a attiré vers le HEC pour par la suite faire un micro... Le volet humain, le volet un peu gestion. Le leadership, gestion des connaissances, gestion des habilités de négociation, parce qu'il faut que tu viennes vendre ces données-là, vendre les découvertes que tu fais avec les données aux autres de l'entreprise pour après débloquer des projets, pour après justifier justement des investissements. Donc, il y a un gros volet humain parce que des fois,
le monde ne va pas croire tes données, dépendant des sources, comment tu vas justifier que la donnée, elle est crédible, elle est bonne, elle est complète, qu'elle n'est pas justement biaisée par d'autres éléments. Donc c'est ce volet-là qui m'a vraiment attiré. Mais en jouant avec la donnée continuellement, ben, je voulais en connaître un peu plus sur le data mining. Puis là, c'est là le micro-programme de 2e cycle au HEC, en intelligence d'affaires, qui était super intéressant. J'ai pas voulu faire la maîtrise, quoique ça aurait été intéressant, mais là, il y avait trop. C'est beaucoup d'investissement de temps, les études à temps partiel. Absolument, déjà que tu avais un certificat de compétent en plus. Oui, puis mais j'ai toujours continué à vouloir apprendre. Puis même par la suite, pendant la pandémie, certificat en leadership, certificat en stratégie. Donc, c'était devenu possible plus facilement par le télétravail, par des rencontres à distance. Donc, c'était beaucoup moins cher et accessible à tous. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que au-delà de la donnée, puis au-delà des projets, il y a un volet aussi de vouloir vendre le projet, donc le côté humain. Et j'imagine aussi, une fois que c'est vendu, d'avoir aussi un peu du change management derrière ça pour l'implanter. Si moi, je me projette un peu dans ce que j'ai vu, il y a des usines, il y a des gens qui travaillent là-dedans et tout. On change les procédés, on change les façons de faire. Il ne faut pas juste faire des changements technologiques, mais il faut que les gens puissent embarquer là-dedans et embarquer dans le train parce que sinon, il peut y avoir aussi une forme de sabotage ou de ne pas vouloir participer et embarquer là-dedans. Puis à ce moment-là, les investissements n'en valent plus le coup. Oui, la qualité de la donnée. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Il faut feeder la machine. Puis ça coûte extrêmement cher organiser la donnée, la rentrer dans les systèmes, des SAP de ce monde, des Jira en développement logiciel ou tout. Donc, il y a tellement de données que ça prend énormément de temps à faire ça. Donc, il faut convaincre les gens qu'il y a une valeur ajoutée d'organisation ou d'analyse par la suite qui va pouvoir être faite pour optimiser le processus. Absolument. Non, c'est ça. Il y a une valeur ajoutée. Je pense que la revue de littérature le confirme. Puis évidemment, on est là-dedans. On est la preuve qu'il y a une valeur. Mais c'est pas neutre non plus. Il y a quand même un coût d'entrée. Si c'est des sensors, l'environnement de données, l'entrepôt de données, faire tout le chaînage, le pipeline pour transférer la donnée d'un environnement à l'autre, les rapports, les tableaux de bord, les modèles statistiques et tout. Donc, effectivement. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, donc, tu as vu un peu tous les éléments et les différentes couleurs d'un point de vue académique, donc tant au niveau de l'ingénierie que du change le volet humain. Et je pense que ça reflète aussi ton parcours professionnel. Et aujourd'hui, tu travailles pour une compagnie Swift qui, je pense, est un peu une synthèse de ces deux mondes-là que tu nous as expliqués. Peux-tu nous parler un peu de Swift? Oui, c'est Swift Connect. Swift Connect, oui. Exact. Qu'est-ce que ça fait? Donc, dans le fond, on est dans la gestion d'accès aux immeubles. Okay. Donc, aujourd'hui, les systèmes, tu as une carte, une passe pour rentrer au bureau que tu vas mettre sur un lecteur, puis ça va débarrer la porte. Super simple comme principe. Cette gestion-là de rentrer les profils dans le système, si tu as plusieurs systèmes, sinon si tu es un propriétaire d'immeuble avec un locataire, tu peux avoir des systèmes complètement différents qu'il faut que tu communiques avec le propriétaire pour dire « J'ai un nouvel employé, peux-tu le rajouter? » Ou le off-boarding aussi. Il faut que tu enlèves les accès. Donc, on est beaucoup dans cette automatisation-là. L'objectif, c'était pas tant l'automatisation au départ. L'objectif, c'était de créer une expérience de connecter les cols blancs ensemble. Donc, enlever la friction de « je dois arrêter au garde de sécurité, il faut qu'il me donne une passe après avoir identifié mon identité, puis là, je peux passer au bureau puis aller te rejoindre. » On enlève ça. Tu reçois une invitation. Dans ton courriel, tu as ta passe que tu mets dans ton portefeuille Apple ou Android ou Google. Puis, tu fais juste taper sur le reader qui donne accès au bâtiment. Donc, l'automatisation a été comme un peu un byproduct. Puis, le volet sécurité aussi a été un byproduct. La sécurité, c'est au cœur de tous, mais oui et non. Notre carte de sécurité, on s'en fout un peu comparé à notre téléphone. Si on perd notre téléphone, là, on va le savoir tout de suite, puis on va vouloir on va le retrouver tout de suite. La carte, on peut la perdre, puis ça ne va pas nous déranger pendant plusieurs jours. Donc, c'est ce volet-là qui va amener un avantage aussi là, par la suite.
Ouais, c'est intéressant, tu parles de frictionless. On entend souvent lorsqu'on parle de plateformes de commerce électronique, on veut pour le client que ce soit frictionless, la transaction et tout. Mais de ce que j'en comprends, c'est qu'on veut aussi avoir un environnement frictionless pour la gestion. Donc ça, c'est le côté humain qu'on peut dire, que ça soit un peu plus facile. J'ai envie de dire aussi qu'il y a un peu une optimisation des procédés en même temps. Donc ça retouche un peu ce qu'on disait tantôt. Au lieu d'aller voir quelqu'un à un comptoir, lui demander la carte, qu'il y a une forme de transaction et tout, on est en mesure d'optimiser le processus. Puis en même temps, mais si on parle de sécurité, on parle nécessairement et obligatoirement de données en arrière pour tous les paramètres en fait, les paramètres de l'individu. Je veux dire, faut que tout ça, que ce soit le courriel, le nom, et j'imagine le moment à laquelle il rentre dans l'édifice, le moment à laquelle il quitte l'édifice et tout. J'imagine que j'en oublie quelques-uns aussi, là. Mais c'est un peu un amalgame de tout ça. Exact. Donc, dans le fond, ce qu'on tente de faire, c'est... donc, pour automatiser, ben, quand tu ajoutes quelqu'un dans ton système RH, donc tu vas avoir une base de données quelconque où tu vas rajouter un employé, tu vas lui adresser un courriel, un numéro d'employé, un nom, etc. Puis, il va avoir une localisation aussi, un bureau. S'il est basé à Montréal, ben, on va pouvoir lui donner accès au bureau de Montréal. Mais s'il y a d'autres bureaux, puis l'entreprise veut donner à tous les employés les accès à tous les bureaux, ça va être possible aussi. Donc, on prend ces profils-là qu'on va downloader de notre côté, qu'on va aller par la suite configurer les systèmes de contrôle. Donc, peu importe la marque, on tente de justement faire cette intégration-là via des API. Puis ça, j'adore le volet API aujourd'hui où ça devient des portes accessibles à la donnée, des échanges bidirectionnels super intéressants. Oui, le concept de microservices puis d'intégration des API, là, c'est vraiment très, très actuel. Est-ce que cette donnée-là, elle est sensible? Parce que là, on entend parler beaucoup de sensibilité de la donnée, propriétaire de la donnée. Il y a la loi 25 au Québec qui est en place depuis septembre-octobre 2024, donc c'est encore relativement récent. Mais de quelle façon c'est géré? Est-ce que c'est, en fait, première question, est-ce que c'est de la donnée qui est sensible? Si oui, est-ce que ça vous oblige à avoir certains impératifs additionnels de gouvernance de données? Oui, en fait, oui, il y a de l'information confidentielle ou d'une propriété que tu ne veux pas conserver dans nos logs. On peut penser, il y a des readers qui ont des pins. Donc, il y a juste un numéro pour rentrer à un endroit que tu vas pouvoir configurer par une application. Puis, un coup que c'est configuré, nous, ça nous envoie cette information-là qu'on va stocker puis qu'on va configurer, justement, pousser l'information au système de contrôle. Donc, il y a de l'information confidentielle qui est présente. Puis justement, on va la traiter différemment. On ne veut pas la conserver dans nos bases de données, on ne veut pas la conserver dans nos logs non plus, parce que, c'est des microservices, c'est beaucoup d'échanges d'informations. Donc, ça communique par des événements. Puis là, chaque événement a une traçabilité. Donc là, qu'est-ce que tu traces, qu'est-ce que tu ne traces pas? Donc, c'est tout un enjeu. Et est-ce que cette donnée-là, vous la supprimez complètement ou vous la masquez? C'est une question peut-être un peu technique. Oui, il y a un mix des deux, en fait. Il va en avoir qu'on va... tu vois, j'ai un projet en ce moment où on va encrypter la donnée. Donc, on va vraiment l'encrypter avec des clés. Donc là, il y a tout un système de rotation. SHA 256? Exactement. Ça, c'est un des qu'on est en train de faire, justement. Cet algorithme-là de masquage de données qui ne permet pas de faire du reverse engineering. Ça doit être possible, mais je ne sais pas. On n'en parlera pas. Non, mais pour une autre discussion. Tu sais, comme je regardais juste vos readers ici, c'est des cartes qui peuvent être clonées super facilement. Avec un téléphone, avec un NFC, ça ne se clone pas facilement. C'est vraiment plus compliqué. Donc, il y a vraiment un volet sécurité, mais oui, avec la donnée, mais avec le système en soi aussi qu'on améliore. Oui, c'est quand même un monde fascinant, la gestion des accès. Je veux dire, c'est la donnée, c'est la sécurité de la donnée. Je veux dire, on peut même jusqu'à aller à parler de secrets professionnels. Je veux dire, si quelqu'un rentre dans des édifices, souvent dans les entreprises, lorsqu'on joint des nouvelles organisations, il y a toujours une genre de formation de ressources humaines et on fait référence au tailgating. Tailgating, que tu ouvres la porte et les grandes entreprises, tu connais pas la personne, tu assumes que c'est un collègue, tu te laisses rentrer. Et des fois, ça peut être des chevals de Troie, justement, pour voler de l'information qui est confidentielle. Donc, c'est pas trivial. C'est pas trivial. Faut pas l'oublier. Non, mais souvent, on veut juste... c'est pourquoi on met un reader ou une porte d'accès. C'est
faire ralentir l'individu pour que les caméras puissent le capter. Ah oui, donc, des fois, il y a des systèmes autres qui sont combinés ensemble pour justement améliorer la sécurité. Et là, si on parle de caméra, on peut même tomber dans la reconnaissance faciale et tout, de l'intelligence artificielle, mais bon. OK, ça, c'est vraiment intéressant. Chouette entreprise, c'est montréalais, quoi? C'est un mix entre Américains et Canadiens. C'est 4 fondateurs en tout, donc 2 Canadiens, 2 Québécois puis 2 Américains. OK, donc, ils se sont rencontrés dans une autre entreprise, puis par la suite, ils ont dit, on a un produit, on a quelque chose, puis là, bâtissons là-dessus. Donc, ça fait 4-5 ans que ça existe, puis je viens des joindre là, 7 mois, il y a 7 mois déjà. Écoute, génial, et quand même un beau passé aussi d'avoir travaillé dans le domaine de la donnée. Là, bon, on ne fera pas tout l'historique, là, mais tu as travaillé avec Garda, entre autres choses. Là, Garda, il y a beaucoup. Donc, et donc ça nous amène à parler d'un projet en particulier qui est vraiment intéressant. Et je voulais t'entendre parler là-dessus sur la façon que tu viens utiliser la donnée. Je pense que tu es beaucoup dans on parlait d'automatisation, mais tu es aussi dans la prédiction en utilisant des données pour optimiser des ressources. Alors, peux-tu me parler d'un cas d'espèce, de la façon que tu utilises ce que je viens juste d'expliquer dans ton contexte? Parce que, bon, il faut le mentionner, tu es directeur d'une équipe TI. En fait, gestionnaire de programme. Gestionnaire de programme, du logiciel. Là, donc, nécessairement, tu gères des développeurs, tu as une équipe, tu as des outils de gestion et tout. Alors, de quelle façon tu es en mesure d'utiliser toute cette donnée-là pour t'aider dans ton travail? En fait, moi, je suis un utilisateur de la donnée. Donc, je ne veux pas tant bâtir des systèmes pour d'autres, je veux l'utiliser pour moi. Donc, je crois beaucoup au self-serve BI. Là, c'est un bon buzzword. Non, mais en fait, c'est là que ça devient super intéressant d'avoir des entreprises organisées où il y a une gouvernance de la donnée qui rend disponible cette donnée-là. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que moi, je veux être un utilisateur de cette donnée-là. Un des gros défis, c'est d'avoir accès à la donnée parce qu'il y a beaucoup d'informations sensibles, il y en a de la confidentielle là-dedans. Donc, comment tu peux utiliser cette donnée-là pour optimiser ton travail. Et de quel outil, on parle d'utiliser la donnée, mais de quel outil on parle ici? Est-ce que tu as des outils de préférence de ton côté? Oui, moi, pour la visualisation, je préfère Tableau, mais il y en a plein qui existent. Power BI, il y a Looker maintenant qu'on utilise un peu plus. Et la source de cette donnée-là vient de quel outil? Donc, on va utiliser Salesforce puis Jira. Donc là, la donnée brute va venir de systèmes vraiment corporatifs qui est utilisé par les utilisateurs, les employés de l'entreprise pour créer toutes sortes d'informations pour, en le fond, organiser leur propre travail. Puis moi, je vais utiliser cette donnée-là plus de façon analytique pour, moi, m'aider à planifier mon travail. Donc, un des objectifs dans notre compagnie, c'est d'avoir un roadmap clair du développement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Puis là, Salesforce, c'est tout le volet vente. Donc, les vendeurs, ils vendent quoi en ce moment? Ils vendent-tu du stock qu'on a ou ils vendent du stock qu'on n'a pas? Puis là, c'est un mix des deux. Donc, là, on veut le savoir d'avance pour pouvoir réserver des places, pour savoir quand ça va être signé. Là, il faut prioriser ce développement-là parce qu'il va déjà avoir des commitments qui sont souvent déjà super serrés. Pour vendre, on dit, hey, ça va être prêt dans 4 semaines. Puis on fait, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, est-ce que ça arrive que des vendeurs feraient des... Ça arrive jamais, ça. Ah non, je sais, mais puis c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser cette donnée-là, parce qu'on le sait que c'est pas mal. On le sait qu'ils vont vouloir vendre leur rêve, puis qu'ils vont vouloir vendre quelque chose de crédible, puis ça peut arriver. Puis là, après, il faut le développer nous autres. Donc, ça met toujours une pression de notre côté pour livrer rapidement. Puis je veux pas couper les coins ronds, je veux pas qu'on diminue la qualité, parce qu'il faut rusher un produit rapidement. Donc, j'aime mieux être plus prévisible puis avoir les discussions intéressantes. C'est ça que j'ai fait récemment, justement en regardant les données de Salesforce. Ça m'a permis de voir c'est quoi les systèmes de contrôle qu'on a vendus puis qu'on doit développer. Puis après, de dire avec l'équipe, c'est quel qui est le plus prioritaire. Donc, on veut-tu tasser tel client, tel autre client, parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Et ce que je trouve fascinant dans cette histoire-là, c'est que, j'ai utilisé, puis beaucoup de gens ont utilisé Salesforce, quand même un outil quand même très, très connu. Même chose pour Jira en développement d'équipes, développement logiciel ou développement de plateformes informatiques. Et
moi et beaucoup de gens ont été exposés d'utiliser Salesforce, mais d'un point de vue plus personnel, opérationnel, Oui. tu gères ton propre pipeline, tu as une discussion avec ton boss pour gérer un peu l'aspect. Bon, il y a toujours des quotas de vente qui viennent avec. Ben oui, absolument. Oh. C'est la nature du commerce. Même chose avec Jira, on fait des revues de sprint, on garde le burn down, des choses comme ça. Et donc, j'ai envie de dire que la fenêtre d'horizon dans laquelle on utilise l'outil est quand même très, très circonscrite. Oui. J'utilise les données de cette façon-là à ce temps, à un temps bien particulier. Même chose pour Jira, que ce soit des sprints de 2-3 semaines. Une fois que le sprint est passé, bon, on passe un peu à autre chose. Mais de ce que j'en comprends, c'est que toi, tu te permets d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus holistique. Alors, est-ce que ça veut dire que tu viens extraire de la donnée de ces plateformes-là? Donc, tu ne fais pas juste te connecter au UI, entre guillemets, mais tu viens faire de l'extraction, on peut dire, la donnée brute? Oui, bien en fait, Jira a un bel API. Donc, on peut bâtir notre propre base de données sur l'étiquette, puis tous les événements, les changements sur chacun des tickets. Okay. Donc, les changements de statut du ticket, le changement de personne qui est assignée au ticket. Donc, avec cette information-là, bien, je suis capable de voir le temps qui est pris pour vraiment dans le développement. Naturellement, c'est pas parfait. Tu sais, quelqu'un qui oublie de mettre son ticket en « in progress », bien là, je peux pas améliorer ça. Tu sais, quand on parlait de feeder la machine, il y a quand même un minimum de confiance qui doit être fait avec les utilisateurs. Mais par la suite, avec cette donnée-là, je peux quand même la visualiser pour voir, bien, on a estimé des tickets dans le passé, on a mis des 2, 3, 5, 8, bien, ça a pris combien de temps pour vrai le faire? Comme ça, moi, ça me permet par la suite qu'on estime nos prochains tickets, donc le travail à venir, bien, on est tout le temps off. Tu sais, un 5, c'est-tu une semaine d'ouvrage? C'est-tu 2 semaines d'ouvrage? C'est-tu un 2? C'est-tu une heure? Puis chaque équipe est complètement différente. Donc, ça amène énormément de... Je ne peux pas comparer un 5 d'une équipe à l'autre. C'est complètement... Effectivement, c'est complètement la différent. vélocité est différente, que tu sois en back-end, que tu sois en front-end et tout. Puis j'imagine que... L'individu. La culture à même l'équipe, là, exactement, l'estimation. Là. Donc, ça me permet de faire des statistiques sur le passé pour m'aider à maintenant... Parce que les dirigeants, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent savoir quand est-ce que ça va être prêt de livrable. Tu sais. Donc, quand est-ce que je suis prêt à dire à mon client, c'est-tu en septembre, c'est-tu en octobre, c'est-tu en 2026? Donc là, avec cette donnée-là, on peut donner un aperçu beaucoup plus précis. Parce que, tu sais, dans la méthodologie agile, on ne veut pas tant de se commettre sur des dates. C'est, le besoin va tellement évoluer qu'on ne saura pas qu'est-ce qui va se passer en octobre. Donc, avec ça, là, on est capable quand même d'avoir un roadmap, une version 1, pour discussion, pour reprioriser justement, parce que là, si j'ai un nouveau besoin qui rentre, là, ça tasse quoi? Si on n'a pas cette visibilité-là, on va juste l'insérer sans connaître l'impact. Là, je suis capable de donner cet impact-là. C'est ça qui devient intéressant, parce qu'on a des discussions super constructives avec les bons partenaires dans l'entreprise ou avec les clients. Tu es en mesure de trianguler. Donc, d'un côté, tu as des features qui sont promis ou vendus ou parlés par l'équipe de commercialisation. De l'autre côté, tu as tout un historique des features et le temps que ça a pris. Mm-hmm. Et là, tu peux faire une triangulation, un genre de règle de 3, de dire un feature qui est à peu près équivalent en termes de taille, en termes de points. Voici historiquement le temps que ça nous a pris. Et est-ce qu'on va être en mesure de livrer en fonction de possiblement ce qui a été promis? Est-ce que c'est un peu ça le jeu d'arbitrage puis d'analyse? L'objectif, c'est ça. T'sais, naturellement, il n'y a rien de parfait. Non. Mais le grand défi, c'est vraiment de faire un plan de match crédible, de voir les risques, puis après de suivre l'exécution de près. Puis après, toujours de faire une rétroaction sur, OK, là, finalement, on s'est planté. C'est-tu à cause que notre estimé n'était pas bon ou le scope a complètement changé? Puis là, de réajuster, justement, le tir. Donc, ça donne quand même un bon aperçu. Puis après, on peut avoir, tu sais, comme on a un système qu'on doit livrer pour mi-juin. Puis là, moi, je l'ai dit tout de suite, ça va être plus fin juin. Puis là, si vous obstinez, vous, à le livrer mi-juin, puis c'est ça, à divulguer à votre client, là, ça devient difficile. Tu sais, je vous l'ai dit que ça ne sera pas prêt. Mais
il y a des risques, il y a des hypothèses qu'on a prises. On a quand même notre meilleur développeur là-dessus. Donc, probablement qu'on va être capable. On a déscopé le projet. Donc là, probablement qu'on va être capable de livrer une version 1 avec des ajustements pendant qu'on fait les tests, puis on va être capable de rencontrer les dates. Donc, il y a ce jeu-là aussi que ça nous permet de faire, mais de dire que, ah, ben là, j'ai vendu pour le mois de juillet, puis là, ben, on n'a même pas commencé à travailler dessus encore. Là, ça devient, tu sais, là, on peut avoir une discussion plus intelligente que, ben non, on va y arriver, puis on verra ce que ça va donner. Ben c'est ça, c'est fascinant parce qu'à ce moment-là, ça permet d'avoir quelque chose de concret, de l'information concrète à discuter, au lieu de peut-être avoir une discussion qui est peut-être un peu plus sur du ressenti, sur de l'expérience. Et parfois, ça peut arriver, celui qui, entre guillemets, gagne le point, c'est celui qui a peut-être un peu plus de charisme, sans nécessairement que ça soit la réalité. Alors, d'avoir quelque chose de neutre, d'orienté data, ben, je trouve que ça permet de mettre un peu tout le monde au même niveau et de venir niveler le point de vue qu'on peut avoir sur le dossier. Donc ça, c'est excellent. C'est une bonne façon, effectivement, de niveler la discussion. Alors, et par curiosité, tu l'utilises. Est-ce que tu as réussi à amener d'autres personnes dans le sillon d'utiliser cette donnée-là? Ou tu es encore un petit peu le porte-drapeau et un de ceux qui l'utilisent le plus dans l'organisation? Moi, je vais partager la donnée par la suite, mais j'ai pas encore d'adepte de je veux slicer puis dicer ma donnée comme je veux. Tu sais, d'être le propre self-BI, là, self-serve. Vous n'êtes pas rendu au point d'avoir des pipelines qui roulent et des tableaux de bord qui sont partagés à tout le monde. Mais ça serait c'est la prochaine étape. Je trouve ça super important de commencer par des preuves de concept, puis de faire ça de façon itérative, de définir ce qu'on veut. Comme en agilité, on veut définir ce qu'on veut, puis là, ben, on commence petit, puis on continue d'ajouter, puis le besoin va évoluer. C'est un naturel on parlait des équipes de commercialisation, c'est un naturel pour les équipes de commercialisation d'avoir justement des dashboards d'opportunités, puis bon et tout. Alors, ça pourrait être un naturel aussi d'avoir des dashboards d'équipes de développement et tout. Ça pourrait être une belle... surtout pour une entreprise, je trouve que votre core, vous êtes quand même... à la base, vous êtes quand même une entreprise de développement logiciel. Là. Donc, c'est un peu comme le core de votre business. Donc, au-delà de dire que c'est du Jira, c'est une belle gouvernance qui permet d'avoir une saine gestion de ce qui est au cœur de l'entreprise pour justement gérer les attentes et gérer la suite des choses. Oui, non, exactement. Super. Alors, ça conclut notre discussion, notre échange. Oui, merci. Je te remercie beaucoup, Jean-François, de t'être porté au jeu, de t'être prêté au jeu. C'était vraiment intéressant. Je vais te souhaiter la meilleure des chances pour l'avenir. Et puis, profite bien des données que tu recueilles. Bien, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.